Rencontre avec l'insolite. Nous avons eu la chance, avec Michel et Annick, de pouvoir rencontrer un chef indien lors de sa visite à Tremblay-les-Gonesse dans la Seine-Saint-Denis. Dans le cadre donc de notre émission Rencontre avec l'insolite, nous avons aujourd'hui à la technique Mariano et à l'animation Annick, Michel et Jean-Louis. Comme nous vous disions, nous avons eu le plaisir de rencontrer un chef indien, Monsieur Obam Sawin, qui est chef indien à Benakis, maire de son village, ou à Danak, situé dans une réserve indienne du Québec. Son village compte, donc, comme on vient de vous le dire, 250 habitants. Et Oadanak veut dire en dialecte abénakis « mon village ». Âgé de 66 ans, chef indien depuis 10 ans, il en est à son 5e mandat, les élections s'effectuant chez eux tous les 2 ans. Vivant dans une réserve, les Abénakis descendent des Indiens algonquins, refoulés par les Anglais du nord au sud-est du Canada en 1763. Ils ont conservé leur mode de vie traditionnel. Ils pratiquent la sculpture sur bois, le tressage des panières en foin odorant et en frêne, la confection des raquettes et des canoës en écorce de bouleau, des vêtements de peau en fourrure. Ils conservent également leurs traditions culinaires comme la soupe indienne, faite de rats musqués, de lard salé, d'oignons, d'ail et d'épices. Leur pain, appelé la bannique, est cuit au feu de bois. Il est composé de farine, d'eau, de sel, de raisins secs et de noix. Une autre spécialité, les tranches de jambon cru, cuites dans le sirop d'érable, accompagnées d'œufs sur le plat. Miam, 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 miam. Ça va être bon. Ça va être Ouais, bon, ça. sûrement. Et oui, autrefois, ces Indiens avaient une belle caractéristique, je ne sais pas si Oui. on est d'accord, Jean-Louis, mais ils étaient polygames. Mmh. Et cette pratique, malheureusement, si on peut dire, n'en soyons sérieux, cette pratique aujourd'hui a disparu. Et monsieur Obam Sawin, qui dans une boutade répond à notre interlocuteur et à notre interrogation, comme je viens de le faire maintenant, non, bien sûr, mais je voudrais bien, et il semble le regretter, bien sûr. Hein. Chaque année, 10 000 personnes en voyage touristique au Québec viennent visiter le musée d'Odawak, créé par la municipalité, et qui lui procure donc 90% de ses revenus. L'attachement à leur tradition, bien que les biens de consommation modernes, réfrigérateurs, radios, ont pénétré les tipis, est l'une des formes du combat que les Indiens mènent pour leur survie.
nous avons à la fois le privilège, le plaisir, Jean-Louis, Annick et moi-même Michel, nous avons donc le plaisir, au nom de Radio 3, de rencontrer ce soir Monsieur Albert Obon-Sawin. Est-ce que je prononce bien votre nom? C'est parfait. C'est parfait. Et qui est donc chef indien de son État. Alors, Monsieur Obon-Sawin, je crois tout à l'heure, juste avant le départ de notre émission, déjà, je crois que vous aviez quelque chose à nous dire à propos de ce terme de chef, parce que quand nous vous avons posé la question de savoir si nous devions vous appeler monsieur ou chef, eh bien, vous nous avez dit vous préfériez que nous vous appelions monsieur. Et pourquoi pas chef? Mais je vais vous dire simplement que, disons, quand on dit ça, on est venu un peu, disons que le but de ce voyage ici en France, de mes voyages, comme on disait tout à l'heure, ça fait 10 fois que je suis en France, c'est un peu pour démystifier le fameux western. Donc, si on dit chef, l'enfant tout de suite va penser, lui, que c'est le chef de guerre, chef de bataille. Donc, on essaie de passer ça autant que possible. On dit chef, mais seulement que, disons moi je le dis toujours, en traduction, on traduit en français, ça veut dire monsieur le maire, quoi. Donc, c'est exactement mon travail là-bas. Le travail de maire, c'est de l'administration pure et simple. Hein? Chef, donc, est-ce que vous pourriez nous dire de quelle tribu vous faites partie et nous parler de cette tribu? Je fais partie de la tribu des Abenaki, mais seulement que, disons que c'est de la grande famille des Algonquins, parce qu'il faut dire que le Canada, Québec surtout, était divisé en deux grands clans, dans deux grandes familles. Les Iroquois, comme on dit nous chez les Mohawks, qui font partie de la tribu iroquoise. Et ensuite, les Abenaki qui font partie de la tribu de la grande famille des Algonquins. Vous avez les Cris, vous avez les Montagnais, vous avez les Micmacs, les Atikamekw, les Nescapis et les Abenaki, quoi, et les Algonquins eux-mêmes, donc, qui font partie du deuxième clan. Donc, si on parle des Abenaki, c'est un petit village situé à 100 km de Montréal, là, sur la rive sud. On dit toujours rive sud, nous, parce que disons que vous avez des gens qui restent sur une rive du Saint-Laurent, l'autre rive, donc le Saint-Laurent divise le nord et le sud, si vous voulez. Donc, nous, on est sur la rive sud, qui va vous mener, si vous venez faire le voyage au Canada, vers la Gaspésie, qui est réellement visité aussi. Donc, c'est un petit village, comme je disais, de 250 habitants sur le village, parce qu'il faut dire que nous, quand on va chercher du travail, on est plutôt porté à aller vers les États-Unis, parce que, entre parenthèses, non, c'est pas heureusement que je le dis, mais il y a encore beaucoup de racisme au Canada. Et peu de racisme, curieusement, de la part des Canadiens français qui, eux aussi, sont une minorité. Donc, moi, je vais toujours penser qu'entre deux minorités, on pourrait se protéger, mais non, c'est pas ça. Actuellement, c'est qui tirerait la couverte. Hein? Alors, comme je disais, le petit village était à 100 km de Montréal, tout près de Lac-Saint-Pierre, au confluent de Lac-Saint-Pierre et de la rivière Saint-François, composé actuellement de 53 familles typiquement indiennes. J'ai 12 familles qui sont mélangées comme moi-même je suis, ma mère est canadienne, et j'ai beaucoup de mes filles ici qui sont mariées avec des Canadiens. Alors, ça fait un village de 255 personnes actuellement. Mais disons que si on prend tous ceux qui sont aux États-Unis actuellement, et ceux qui sont un peu perdus dans le flot des villes, on se près de 1000 actuellement à Odanak. Donc, incidemment, c'est le nom du village. Puis dans ma langue, en Abenaki, Odanak veut dire mon village. Chef, vous êtes actuellement en France, puisque nous avons le plaisir de vous rencontrer au cours ce que nous pourrions appeler une tournée en France. Quel est le but et le sens de ce voyage? Disons que depuis en 1992, je suis venu présenter d'ailleurs au Salon de l'enfance à la Défense à Paris, les légendes indiennes dont vous avez déjà entendu parler. C'était sur une série de 14 semaines, une légende par semaine chez les Indiens. Alors, j'étais venu présenter ces légendes-là, comme je disais. Et puis, le monsieur qui était avec monsieur Bertolino, qui, je crois que vous devez connaître Bertolino, je crois, de réputation. C'est un gars qui parcourt le monde pour aller chercher tout ce qu'il y a de sensationnel, surtout chez les peuples autochtones, chez les Indiens, quoi que ce soit. Quand c'est pas au Canada, on dit que ce sont pas les Indiens, mais chaque pays a ses Indiens, a ses autochtones, quoi. Hein. Alors, disons que c'est comme ça que c'est débuté. On était en pension, nous, à Ivry-Gargan. Donc, l'idée est venue à quelqu'un du groupe de, pourquoi pas, le temps quand on n'est pas à l'Expo là-bas, de rencontrer des enfants, quoi. Pour un peu leur parler du Canada. Et puis, démystifier, ou disons que le vrai but du travail, c'est de démystifier le fameux western
que vous voyez. D'ailleurs, le western, c'est un western américain. La question revient toujours, combien tu as de revolvers, combien tu as de chevaux. On n'a pas de chevaux chez nous, pour la raison est que les fameux westerns sont tournés aux États-Unis, dans des plaines où il n'y a pas d'hiver. Un peu comme ici à Tremblay-Grèce. Alors, dans 2-3 mètres de neige, c'est très difficile de le balader à cheval. Hein. Qu'y a-t-il à démystifier donc dans cette image que nous avons? Ben, démystifier, disons qu'au départ, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le seul moyen donc que les enfants savent qu'il y avait des Indiens. Je dis pas qu'il y a des Indiens, parce que pour beaucoup de Français ici, il n'y en existe plus d'Indiens, quoi. On dit au Canada, on dit il n'y a plus d'Indiens. On est tout de même 1 million là-bas. Moi, je veux dire démystifier, je veux dire faire oublier complètement le fait western pour les rendre à l'évidence, les faire comprendre qu'il y a des Indiens aujourd'hui, mais qui vivent en 1986, pas nécessairement en 1854 ou 80. Là. Alors, c'est pour ça qu'on dit démystifier, parce que c'est un mystère pour eux pour l'enfant, on va voir un western hier soir, aujourd'hui on va voir le chef Albert à la mairie, ben, là, c'est pas le même gars qu'on va dans les westerns, donc c'est un peu ça aussi. Hein. Quelles sont les conditions de vie donc qui sont les vôtres aujourd'hui? Actuellement, les conditions de vie sont exactement comme les vôtres ici. Donc. Alors, disons que pour moi, le village où je demeure, c'est un village qui est au centre du Québec. Donc, on ne vit pas de chasse et pêche. Et au départ, on dit toujours aux enfants, on ne vit plus dans les tépis non plus. Ça, c'est du passé, c'est du rétro, c'est comme le terme populaire. Hein. Alors, exactement comme vous, avec la télécouleur, on vit dans des maisons. Moi, c'est une maison seule que j'ai. Donc, pour vous, je crois que vous appelez ça un chalet, une maison en bois. Alors, on m'a dit qu'une maison en bois, c'est un chalet. Alors, il y a beaucoup de chalets au Canada parce qu'il y a beaucoup de maisons en bois, il y a très peu de maisons en pierre. La raison en est que c'est un pays de bois. Alors, le bois est plus facile à faire pour nous que la pierre et le béton, quand même, j'aime pas non plus. Hein. Oui, alors le bois est peut-être aussi beaucoup plus sain, si c'est possible de construire une maison en bois, sur le plan des vibrations de la nature. C'est c'est un fait scientifique, on devrait vivre que dans des maisons en bois. Seulement, on fabrique beaucoup de béton, malheureusement. Non seulement ça, mais le bois, c'est une matière qui vit aussi et qui est extrêmement résistante au froid. Oui, on dit que le bois est des annonceurs chez nous, la publicité qui se fait qu'on dit le bois, c'est chaud. C'est vrai aussi, donc ça sert d'isolation, parce qu'on a beaucoup besoin d'isolation là-bas, nous. Et puis, disons qu'on peut démystifier aussi dès le début le fait que le Canada, c'est l'hiver, c'est le froid. Non. Faut pas se leurrer avec ça. Le Canada, les mêmes températures que vous actuellement, la différence, c'est la neige. Alors, on est rendu, on n'a plus les hivers autrefois qui durent 6 mois, de 6 à 8 mois actuellement. On a peut-être 2 mois et demi, 3 mois d'hiver. Mettons 3 mois d'hiver au maximum. Et puis, c'est plus les quantités de neige qu'on avait non plus. On retourne vers la zone glaciale comme vous aussi, parce que je crois qu'ici actuellement, vous avez un peu de neige, vous retournez au froid.
Seulement qu'actuellement, ici, c'est du foie humide, hein, que j'ai très de grandes difficultés à accepter, moi. Parce que là-bas, c'est sec chez nous, hein. Alors, à part ça, non, c'est un peu la même chose que vous, comme je dis toujours aux enfants aussi. Comme on va pas à la chasse, comme moi, je ne vais pas attendre à la chasse pour la pêche non plus, monsieur le maire Prudhomme, je crois qu'il ne peut pas y aller non plus. Alors, c'est le lot de tous les maires. On donne beaucoup plus qu'on reçoit. Mais c'est une autre chose que, aussi, que les enfants, quand on dit chef, pensent que c'est le chef de guerre, le chef de guerre qui va commander. Alors, moi, je leur dis, on n'a rien à commander. C'est surtout le peuple qui nous commande, puis nous, on obéit, quoi. Oui, chef, je pense que le premier intérêt que nos auditeurs peuvent avoir, c'est de découvrir peut-être le monde actuel dans lequel donc vous vivez. Vous venez déjà d'aborder cet aspect du problème. Quelle est donc votre intégration dans la société canadienne ou nord-américaine en général? Disons qu'actuellement, on est intégré, moi je dirais, à 95%. On a accepté la religion, on a accepté la langue, on a accepté les coutumes. Et quand on parle de racisme, disons, on parle de racisme tout à l'heure, comme vous disiez, oui, il y a du racisme dans le sens que, étant donné que nous n'avons pas d'école actuellement sur la réserve, on a actuellement, disons, en tant que maire, en tant que chef, là, j'ai des travaux, des pourparlers qui ont commencé avec Ottawa, avec le comité central, et au printemps prochain, nous allons avoir une école. Nous en avions une école, mais comme c'est un petit village de 255 personnes, qui n'a pas tellement de naissance, alors on avait quoi, 25 élèves, donc de tous les grades. Alors actuellement, on est rendu à 55 élèves qui partent de la maternelle à l'université. Donc là, on peut se permettre d'avoir au moins une école secondaire. Ensuite, il y a d'autres élèves qui, elles, sont chanceuses d'avoir même une université indienne. Donc mes enfants, pour aller jusqu'au secondaire, finir le secondaire chez nous, ensuite, quand c'est le collège ou l'université, ben, aller sur une autre réserve indienne. La chose aujourd'hui, c'est que chaque enfant qui commence à la classe un bon matin, pour avoir le racisme, tout à l'heure, vous allez voir. Chaque petit enfant qui, au début de septembre, s'en va à la classe, il arrive dans une classe, il y a 25 petits blancs, il y a 2 petits indiens. En arrivant, il est marqué, c'est un indien. Si vous allez plus loin, la séance, en fin de compte, quand vient le temps de remplir des fiches de travail, quoi, des conditions qu'il faut remplir une fiche pour avoir un emploi, pour postuler un emploi, on a tout ce qu'il faut, on est bilingue depuis que moi je marche pas l'anglais et français depuis que j'ai commencé à marcher, en plus de ma langue. Parce que quand on arrive pour le travail, il faut être 2 fois bon pour être bon, si vous voulez. Alors c'est un peu comme on dit, en musique, on dit que ça prend 2 noirs pour une blanche. Mais moi je rajoute que ça prend une noire pour une blanche, c'est une harmonie, par exemple. Hein? C'est pareil pour les femmes, chef. Exactement. Ce que je voulais vous poser comme question, vous avez employé le mot 2 fois, c'est réserve indienne. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que c'est? Bon, réserve indienne, c'est un peu le terme, quoi. Le terme a été traduit littéralement de l'anglais, donc c'est Indian Reserve. Hein. Mais seulement que si vous traduisez, il y a beaucoup de choses que si vous traduisez du mot à mot, tel que ceci là, c'est pas ça. Donc, ils ont faussé le sens. C'est pas réel. Parce que si c'était vraiment le sens comme qu'ils voulaient nous donner en disant réserve indienne, eux, ils allaient dire qu'on était préservé, qu'on était protégé. Alors moi, je trouve qu'un village qui a 22 km² en 1910, on est rendu en 1986, il nous en reste 2 km et demi. Je me demande à quelle place que la protection de réserve, c'est ce que ça veut dire. Moi, je déteste le mot réserve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire enclos, ghetto. En fait, moi, j'aime pas ça. J'aime autant dire mon village pour donner Odanak, pourquoi pas dire Odanak? Odanak, en français, ça veut dire mon village. Point. De toute façon, même en français, le mot réserve, faire des réserves, ça veut dire, ça peut être très péjoratif, au contraire. Mettre quelqu'un sur la réserve, ça veut dire plus s'en occuper. Hein. Et c'est plutôt dans ce sens-là, alors. On parle beaucoup sur les réserves d'animaux, des choses de même, comme on dit, mais c'est des réserves dont on protège les animaux, peut-être qu'ils sont protégés, je ne sais pas. Mais disons que c'est un peu comme je disais, mais c'est un peu quoi, c'est un peu un zoo, c'est peut-être qu'on va aller voir des gens, des choses rares, des animaux rares. J'aime pas tellement le terme, moi.
Ça doit être très difficile à supporter, les gens qui viennent voir les Indiens. Oui, parce que, disons que moi je te mets dans un village, puis je vous mets au défi de venir en haut d'un acte et de traverser le village. Et si vous apercevez que c'est un village indien, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous donner, moi. Parce que si vous n'allez pas au musée, si vous n'allez pas sur le terrain d'église où il y a des tipis, les nôtres chez nous sont en Écosse de Voulou, et puis ils sont tout petits, d'ailleurs, c'est rien figuratif, mais vous ne pourrez pas vous apercevoir que vous êtes dans un village indien. Moi, j'ai beaucoup de gens qui je fais un pelouse, puis juste en face de ça, évidemment, juste en face de l'église. Il y a des gens qui arrêtent, mais la réserve indienne, vous êtes dans la réserve indienne. On est, ben oui. On aimerait rencontrer le chef. C'est moi qui est le chef. Ah. Ils s'attendent que moi, j'ai une copine qui est celle qui m'a véhiculé, moi, d'ici, aller à la mairie, là. Et puis, ils sont venus au Canada en 1978. Ils cherchaient les Indiens, on cherchait des plumes. Mais vous, qu'est-ce que c'est, là? Puis c'est des gens, comme ça, on a côtoyé, puis ils sont devenus quoi? Disons qu'il y a des gens qui ont vu vraiment ce que c'était. Mais elle dit, en réalité, quand on va là-bas, c'est ce qu'on cherche aussi. Ben, je vous en trouvais pas, ces gens-là. Même moi, si je vous disais qu'il y a 43 villages au Québec, puis sur 43 villages, il y a à peu près quoi, 5 ou 6 villages qui ont des costumes. Les autres sont pas intéressés à porter des costumes. Parce qu'ils sont éloignés, eux. Alors, ils font leur petite vie, leur petite routine, quoi. Ils ont des maisons comme nous, ils ont leurs écoles, ils ont la chasse, ils ont la pêche. Et puis, il faut dire aussi que les enfants ont 2 mois d'école régulière, 2 mois de survie. Puis 6 mois d'école régulière. Ça veut dire qu'il y a 8 mois d'école régulière dans l'année, mais il y a 4 mois de survie aussi. Parce qu'un petit garçon, comme je disais aux enfants, que je disais aux enfants tous les jours, là, un petit garçon de 10 ans, j'ai mon petit-fils, moi, il va survivre en forêt où vous allez mourir. Parce que lui, il a le moyen de savoir faire du feu sans avoir des lunettes, sans avoir de briquet. À partir, il va se bâtir un abri pour se mettre à l'abri des intempéries, où le grand va chercher, quoi, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais manger. Il y a certaines racines qu'on peut manger, certaines baies qu'on peut ranger, même des feuilles d'arbre qu'une personne peut manger. Du moins que vous avez l'eau pour survivre jusqu'à ce que le secours arrive ou jusqu'à qu'on rencontre un petit animal qu'on pourra faire cuire et manger. Hein. Alors, c'est là que la différence entre le blanc et l'Indien. Et chef, ces cours de survie, c'est des cours en fait. C'est des cours, mais c'est des cours en pratique, quoi. Ils s'en vont dans les bois, puis ils sont laissés eux-mêmes, quoi. Il y a des gens qui vont les guetter, oui, c'est ça, mais on va les laisser à eux-mêmes pendant 3 jours de temps, là. Au commencement de l'hiver, la neige commence déjà. On va les laisser à eux-mêmes, puis ces petits gars-là s'en sortent, les enfants-là s'en sortent. On les met en situation, quoi. On les entraîne. Oui, c'est ça. Ils sont entraînés très jeunes. Donc, c'est pour ça que si moi, j'ai ma fille qui m'a avec un Indien il y a un Indien cri de la baie du Son, et puis, c'est là, actuellement, chez nous, ça se fait pas. Comme vous dites, on est au centre du Québec, alors disons que les traditions, selon ça, là, on s'en sert pas tellement de ça, parce qu'on est quoi? On est parmi on est entouré, on est enclavé de villages canadiens, donc on n'a pas à s'en servir. Justement que ces Indiens qui sont plus au nord que nous, eux, ça, c'est régulier, qu'il y a 8 mois d'école par année, régulière, puis les 4 autres mois, c'est la survie, quoi. Cela fait partie, en somme, de la culture, ça fait partie de l'enseignement qui est donné. Il y a l'enseignement traditionnel, si je puis dire, dans le sens occidental du terme, c'est-à-dire l'école. Et à côté de cela, il y a cet aspect survie qui fait partie sans doute de la tradition, de la culture propre. Oui, puis qui fait partie de la tradition aussi avec, parce que nous, on n'a pas de bouquin pour transmettre la tradition aux enfants, donc c'est oral. Alors, c'est un peu comme moi je dis toujours aux personnes les plus âgées, les mystères de la vie, quoi. Vous avez ça chez vous aussi, le mystère de la petite fille, de l'adolescence, de la libération. Donc, nous, ces mêmes mystères-là, mais il y a d'autres choses que nous, on peut rajouter, quoi, qui sont réellement, c'est pas un tabou, c'est pas un secret, c'est rien de ça, mais disons qu'au départ, quoi, moi, j'avais 5 ans, mon grand-père m'a dit, bon, mais de la présent, tu vas commencer la classe l'an prochain, là, puis ici, là, il faut que tu te fasses l'idée que tu es un Indien, un Abenaki, un Indien, avec toutes les conséquences que ça peut comporter, ça. À l'école, tu vas peut-être être bafoué, tu vas peut-être avoir bien des choses, parce que être indien, c'est un combat de tous les jours, puis je suis pas le seul à dire, allez au Canada, on va dire la même chose, tous les chefs vont dire la même chose, que être indien, c'est combattre à tous les jours. Alors, le grand-père a dit, ben, faut que tu en sois fier. Il y a trois règles que tu dois suivre. Si tu vas à la chasse, prends ce que tu dois manger aujourd'hui, laisse-en pour demain puis l'an prochain. Deuxièmement, mêle toutes tes affaires. Troisièmement, avant de parler de quelqu'un, de penser dans le monde, le voisin, c'est ça, il y a un proverbe indien qui dit, avant de parler d'une personne, médire d'une personne, on doit marcher 5 kilomètres dans ses mocassins. Un peu comme on dit chez nous, ben, avant de savoir ce qui bouille dans la marmite de l'autre, ben, parle pas. Ça me ta gueule, quoi. Tourne ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler.
Chef, vous nous parlez de l'éducation des jeunes. Existe-t-il des écoles, des institutions? Alors, donc, c'est depuis 15 ans seulement que, à part ça, ce n'est pas tous les jeunes Indiens qui peuvent se rendre à l'université non plus, même si les études sont presque toutes payées par nous, les chefs de réserve. Mais c'est un peu, quoi, on a la même jeunesse que vous avez, qui a 16, 17, 18 ans, mon dit. Ils sont pas tellement intéressés à continuer. Puis la raison est que, il y a tellement de ces jeunes-là qui sont sans travail aujourd'hui, et qui sont chômeurs, faut dire le mot, alors ils sont pas intéressés. Ben, écoute, on dit, même si je me fais instruire jusqu'à l'université, ça me donnait quoi? Hein? L'an dernier, comme exemple, il y avait 4000 jeunes qui sont sortis, 4000 avocats, il y en a 400 qui sont placés. Donc, le jeune Indien qui aurait l'idée de s'en aller comme avocat, il dit, ben, qu'est-ce que ça me donnait là, quoi? Donc, c'est un peu ça, quoi, il y a un délaissement, quoi, chez nous, comme des autres. À part ça, il y a un gros malaise actuellement. Pas tellement chez nous. Moi, j'avais seulement qu'une personne qui avait la coutume des drogues, qu'on a guéri d'ailleurs. C'est le travail d'un de mes garçons, de travail contre la drogue et l'alcool. Et puis, mais c'est une plaie chez les Indiens du Nord actuellement, la fameuse drogue. Alors, ce qui est, c'est que les petits bouts de chou de 4, 5, 6, 7 ans, on va chercher de la colle pour les avions, il va. À un moment donné, me dire, au départ, ça, c'est le cerveau qui est attaqué, donc c'est encore pire, c'est que la seringue dans le bras ou que la poudre qui va lui faire la colle, c'est mortel. Hein. Actuellement, c'est une plaie chez les Indiens, ça. Et peut-on savoir pourquoi? Pourquoi? Disons que je vous l'ai donné pour raison tout à l'heure, c'est que le jeune Indien sait qu'il n'y a pas de travail, il n'y aura pas de travail. Donc, ce qu'il va faire, c'est un peu comme quoi vous ici, les gens qui ne travaillent pas, vont aller au bistrot, prendre un verre. Donc, le gars commence à prendre un verre, le gars comme les Indiens font là-bas aussi, prennent un verre. Donc, à un moment donné, tous les jours, ils vont vous demander du travail, mais comme j'ai dit au départ, c'est qu'on a discuté parce qu'on n'est pas aussi bon que l'autre à côté. Donc, à un moment donné, s'il se met à ruminer ça, cette affaire-là, il dit, si je suis pas bon, on va. Hein? On prend un verre, puis l'autre à côté le fait, pourquoi je le ferais pas? En réalité, moi aussi, je me demande pourquoi le blanc, il doit le faire lui, puis les Indiens à côté. Ah ouais, les Indiens, mais ils sont pas, ou sérieusement, ça, moi, j'ai rencontré quelqu'un ici à Tremblay qui m'a dit, moi, j'ai rencontré un Québécois qui m'a dit, les Indiens, c'est des paresseux, des ivrognes, des voleurs. Ben, je dis, écoute, si t'as entendu ça, toi, moi, je l'entends pas couramment, cette chose-là. Les Indiens, ce sont des voleurs. Un peu comme vous dites des Gitans ici, quoi. Bon. Alors, c'était un peu du pareil au même, quoi. Moi, je me dis, écoute, donc, c'est le lot peut-être des minorités. Alors, les minorités, puis, il y a une autre chose aussi que je pense que le blanc ne connaît pas assez l'Indien. Ou le connaît plus, un des deux. Parce que moi, chez nous, j'ai le village, justement, à côté de chez nous, Pierreville, le village canadien, là. Et puis, ce sont des gens qui nous connaissent le monde, quoi. J'ai des gens qui vont être à 150 km de chez nous, qui vont, allez, moi, je m'en viens en France, si c'était pas de mon costume d'Indien, puis de ma natte, là, moi, je suis certain que je m'adapterais ici, personne ne dirait rien. Personne ne dirait, c'est un Indien, c'est. Moi, je suis certain ici, parce que chez nous, c'est malheureux, c'est vrai. Alors, une question de fond qui me paraît logique à la suite de tout ce que vous venez de dire. La révolte dans tout ça. La révolte, non, mais je pense que, disons qu'on est actuellement sur une crête, actuellement, là. Moi, je dirais, même, j'ai été averti par les jeunes Polynésiens, des villages plus gros, là. Puis il y avait je sais pas si vous avez entendu parler du chef des Hurons, Max Gros-Louis. Il a été un peu partout ici en Europe, actuellement. Je crois qu'il y a beaucoup de gens ici qui vont au Canada, ils vont voir le village de Max. Et Max, ça nous a été dit, nous autres, pas des jeunes de chez Max, ils ont dit, écoute, vous autres, vous êtes encore polis actuellement, là. Vous demandez. Ils ont dit, nous autres, on ne demandera pas après, là. On sait que le pays est à nous. En fait, non, c'est ça, hein. On sait que le pays est à nous. Le pays nous a été volé. On demande des choses, on nous dit non. On ne sera pas assez poli pour demander, on va aller chercher.
Parce qu'ils sont pas plus fous que les jeunes du monde entier, quoi. Ils voient ce que les jeunes du monde entier se révoltent. Et puis, ben, des fois, peut-être pas pour autant que eux ont à souffrir, mais seulement qu'ils ont pour leur dire, ben, écoute, la période, là, sans s'en aller vers le Red Power des États-Unis, parce que, disons que moi, je veux rien savoir des autres, mais seulement que, disons que, au Canada, le Red Power n'existe pas. On a eu des offres, je connais plusieurs chefs aux États-Unis qui nous ont approchés. Je dis, non, il n'y a pas question. J'ai horreur des gens qui sont durs, qui vont maltraiter les autres. Et remarquez bien que la question m'était posée ici en France. Est-ce que vous n'avez pas de rancœur contre les Jésus? Est-ce que vous avez de rancœur contre les Allemands, vous? Est-ce que vous côtoyez les Allemands? Le problème n'est peut-être pas le même, compte tenu du fait, si vous voulez, que les problèmes que nous avions eus avec les Allemands remontent à 40 ans. Tandis que vous, c'est du quotidien, peut-être encore aujourd'hui. Ça remonte il y a plus de 40 ans, mais ça se continue aussi, mais c'est ça. C'est vraiment comme vous dites, c'est des problèmes qui deviennent quotidiens, si vous voulez. Hein. La raison pour laquelle ça se fait, je ne le sais pas, parce que disons qu'on va parler avec certains gens, on va dire quoi? Ils disent, oui, mais vous étiez là. C'est à vous d'arriver avant, sur Internet, il y a 5 millions d'années. Pourquoi vous n'êtes pas arrivé avant ça? Vous seriez chez vous ici. Le problème ici en Europe, c'est d'aller chercher des gens. On n'est pas allé chercher personne de nous. C'est ceux autres qui sont venus chez nous. Ils ont poussé, comme on dit, parqués dans des réserves, dans des ghettos. Et puis, on nous a divisés parce qu'au Québec, on est 43 000, un peu partout, c'est même en province. Moi, dans mon comté, il y a 300 Indiens, à part des petits villages à part de chez nous. Il y a 300 Indiens, il y a 39 000 voteurs blancs. Même si je me présentais comme député, je n'ai plus chance d'entrer. Premièrement, dans mon village, ce ne sera pas tous pour moi. Parce que si je me présente comme chef, j'ai un adversaire, qui va s'entrer contre moi. Mais si ça fait 5 fois que j'en bats différemment, mais un jour, il va arriver qu'il va s'associer quelqu'un, on dit, nous, Albert, on a assez, on prend un autre. C'est normal, quoi, hein? C'est quand je me dis, moi, pensez-vous que les Blancs vont m'aider, m'emmener, moi, au Parlement d'Ottawa? On n'a pas de chance. Tandis que si on avait un bassin de 43 000 personnes ensemble, mais non, on les a placés un peu partout, donc divisés pour régner. C'est toujours la même méthode qui revient, quoi. Hein. Pour répondre à la question que vous disiez, là, si on a de la rancœur pour les Allemands, peut-être pas parce qu'ils ne sont pas restés tellement longtemps, mais il y a encore des Français qui ont de la rancœur pour les Anglais. Ah ben oui, ça on peut dire qu'au Canada aussi, il y a des Canadiens qui ont de la rancœur pour les Anglais. Ça, j'imagine. Au Québec, encore plus, donc, le gouvernement, pas le dernier gouvernement, mais l'avant-dernier gouvernement québécois qu'on avait, qui voulait séparer le Québec du Canada, ben eux, ils avaient une certaine, jusqu'à pas vouloir de commerce avec les deux langues. Ça revient actuellement, là. Mais du temps de l'évêque, c'était pas permis. Hein. Même arrêt, même stop au coin des rues, c'était pas stop, c'était arrêt. Mais j'ai su que le mot arrêt, là, c'est pas encore la terminologie pour ça non plus. Donc, dans bien des cas, il revient à stop, quoi. En parlant de ça, vous avez beaucoup d'anglicisme aussi ici, hein. Ici, il y a un parking non gardé. On dit stationnement chez nous. Non, c'est vrai, quand on est à ces choses-là, moi, je me dis quoi? Vivre et laisser vivre, pourquoi pas? Alors, moi, c'est ce que je me dis. Si on veut parler anglais, c'est de notre affaire. Si on veut parler en français, c'est de notre affaire. Moi, j'en parle trop, puis j'empêche pas l'autre à côté de parler en allemand ou parler en chinois ou en japonais. Ce que j'admire dans votre attitude, c'est justement que vis-à-vis de ce racisme, dans cette attitude donc fondamentalement injuste, si vous voulez, vous ayez cette sérénité. Je trouve que c'est quelque chose, je me demande si devant un problème analogue, je l'aurais. Tout simplement, car à l'évidence, ça n'est sans doute pas facile. C'est sans doute la résultante de toute une démarche intérieure, car vous avez dû avoir des combats intérieurs devant ce problème. Vous avez très certainement eu des moments de révolte, vous aussi. Ben, disons qu'au départ, c'était un entraînement, ça. Hein. Même mon épouse, moi, qui disait, moi, je suis un gars qui était très violent. Moi, il y a 14, 15, 16 ans, le gars me disait quelque chose, comment c'était une armoire à glace. Le gars était sur le dos, ça prenait 15 secondes. C'était un entraînement de la première. Quand je suis devenu chef la première fois, j'avais tout de même 40 ans passés. Et puis, au départ, moi, c'était simple. Le gars se levait dans la salle, puis, tu sais, je ne m'avais pas mis le poing sur la gueule, mais, alors, j'ai commencé à faire du yoga. J'ai commencé à faire un peu de spiritisme aussi, pas d'endormant, pas d'endormitoire ni rien, là, mais seulement que du contrôle de moi-même. Donc, je crois que même ma femme ne me reconnaît pas aujourd'hui, elle trouve qu'il était si violent, je vais expliquer. Même samedi, ça m'a été dit, je ne sais pas combien de fois, mais comment tu fais pour rester calme comme ça? Ben, c'est quoi? C'est un entraînement, ça. N'importe qui veut le faire, si, moi, ça me prend 15 secondes, là, à me cabocher. Mais admettons que je vais me fâcher. Ouais, c'est assez rare, mais ça me que je vais me fâcher. Bon, ça me prend 15 secondes pour me calmer.
fini complètement. Comme je dis, je vais aller dans mon coin, fait comme certaines gens dans mon coin. Je peux contrôler mon fou autant que je veux. Vous, oui, peut-être, mais disons, tout votre peuple pris dans l'ensemble, dans son ensemble, quelle est donc son attitude? Est-ce que c'est une attitude de résignation? Vous avez déjà répondu par rapport aux jeunes. Mais les personnes qui ont maintenant 40, 50 ans, quelle est leur attitude? Un peu le même attitude que la mienne, quoi. Ils ont appris aussi, avec les années, à mettre le dos dans leur vin, comme on dit couramment, hein. Et puis non, je crois que... Et puis, disons qu'il y a des gens de certain âge aussi acceptent, avec résignation, vous avez le mot tout à l'heure, je crois, résignation aussi, on dit quoi, puisqu'on peut rien y changer, que les jeunes, c'est pas ça, ils savent peut-être que c'est difficile de changer, mais ils vont chercher à changer quelque chose. Parce qu'il y a une certaine classe de gens qui disent beaucoup, non, c'est comme ça, on vit, on est accepté, mais moi, j'accepte pas ça, malgré que ça paraît peut-être pas, que je suis révolté, mais j'accepte pas qu'on continue à nous traiter comme ça en 1986, quoi. On a tout 350 ans d'histoire, hein. Puis quand on parlait tout à l'heure, comme ici en France, on pousse en quelque as-tu ci, as-tu ça, as-tu une radio, as-tu. Puis écoutez, si on parle simplement de télévision, j'ai l'antenne parabolique chez moi, la fameuse soucoupe, là. On prend 131 canaux dessus. Vous en avez 6 en France. Je dis déjà, là, on est pas mal de avancé, vous l'êtes, quoi, hein? Vous me demandez si on est ici, avec quoi est-ce qu'on mange, à fin de compte. Ben, je dis, écoutez, on a beau dire qu'on est dans des maisons, la télécouleur, en fin de compte, tout ça, et puis que tous les accessoires de la brosse à dents électrique jusqu'au gratte-orteil électrique, en fin de compte, tout ce que vous pouvez avoir d'électricité, si vous voulez. Et puis, vous me demandez encore si on a, ben, écoutez, dans certains cas, on est plus avancé que là, vous l'êtes. Il y a bien de nos maisons qui ont des choses, il y a plusieurs maisons en France qui n'ont pas. Dans un sens, je dirais que c'est encourageant, ça prouve une chose au moins, qu'il y a d'une certaine manière une certaine justice. C'est parce qu'en France, on connaît assez mal l'Amérique du Nord, c'est-à-dire le Canada et les États-Unis, et on ne sait pas trop ce qui c'est. Ah oui, moi je connais. Moi, on m'a toujours dit que c'était une certaine tribu d'Indiens qui faisait ça parce qu'ils ignoraient le vertige. Est-ce vrai? C'est un mythe, le vertige. La raison, la vraie raison pour ça, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est que vous avez l'Indien d'ouïe plus sensible et l'œil plus vif à voir des choses qui vont déclencher des bruits qui vont se produire. Parce que pour commencer, pour grimper comme ça, simplement, il s'agit de commencer très jeune pour s'habituer en haut hauteur. Et puis moi, je vais vous dire mon âge, je ne dis jamais aux enfants, j'ai 66 ans. Et puis quand il est question de peinturer ma maison, qui a 2 étages et demi, qui peut faire dans les peut-être 21, 22 mètres, je vais encore la peinturer actuellement. Donc les hauteurs, non, c'est pas nécessairement. J'ai travaillé avec des Canadiens français, moi, qui étaient très bons grimpeurs aussi, mais comme je vous dis, ils ont commencé très jeunes, quoi. C'est pas nécessairement, c'est un mythe sur le quoi que c'est seul les Indiens. Parce qu'il n'y a pas des Indiens qui travaillent sur les ponts. Il y a des Indiens qui vont faire la structure pour aller poser mais sur ces travers-là, ces choses-là, on dit des bimes, je ne sais pas qu'est-ce que le mot français pour ça. Poutre. Poutre, bon. Alors, disons que les poutres là-bas, qu'elles soient à 50 mètres ou à 100 mètres,
l'Indien va peut-être aller les poser, mais il y a des Blancs qui vont poser les planchers, qui vont descendre. Donc, ces gens-là sont aussi bons que je peux l'être. Donc c'est une légende en fait, c'est pas. C'est un mythe carré. Parce que moi, j'ai fait, comme je dis, j'ai fait plusieurs réserves. J'ai cherché, moi aussi, à trouver une autre raison. Il n'y a pas d'autre raison. Tout le monde dit, bon, c'est normal, quoi. Nous, on a commencé à grimper jeunes, et puis on a continué, quoi. En fait, si on prenait des alpinistes, on pourrait leur faire le même travail. Oui, pourquoi pas. Moi, si je vous disais que j'ai 2 fils, moi, je vais monter sur le toit de l'hôtel ici. C'est pas parce que c'est 2 Indiens, pourtant. Mon père était monté à un escabeau de 3 mètres, il était déjà, il avait déjà le vertige, alors, puis tandis que ma fille, elle, qui est une fille, peut monter où elle veut. Parce que, quand elle était petite, moi, je l'emmenais avec moi. Pas sur le travail, mais mettons, chez moi, quand je travaillais, je l'emmenais sur le toit. Puis j'avais établi, j'ai fait une année le petit solarium sur le toit, tu sais, une clôture alentour. Donc, quand ma femme voulait aller faire bronzer, elle était sur le toit. Donc, la petite montait, elle, comme ça, puis elle redescendait. Elle cherchait pas à descendre comme ça, mais tu descends comme ça, c'est ça qui a cassé la gueule. Elle venait avec moi, la fille peut monter où elle veut, puis les gars, non. Des réparations des campagnes à la maison, puis c'est là, on n'est pas capable de monter. J'en ai amené avec moi une année en 1978, j'étais à Portland, dans le Maine. Et puis on travaillait dans des systèmes d'épuration énormes. Tu sais, là, il y avait des bassins de 1800 à 2000, pas de, moi je dis gallons, là. Ça veut dire 4 fois ça fait de 8 à 10, 15, 12 000 litres. Bon, il y avait 3 bassins comme ça. Donc c'était pour la ville, pour 3 villes des États-Unis qui avaient chacune 80 000 habitants. Donc ça faisait des fosses septiques qui étaient grandes. Hein. Alors ça, c'était à peinturer, ça. Donc j'ai fait l'érection. Ensuite, quand c'était le temps de la peinture, ben, moi, dit, pourquoi, au lieu de partir travailler, pourquoi est-ce que je ne serais pas ici continuer? Donc, j'ai amené mon fils travailler avec moi. Ben, il y a plusieurs fois, il était obligé de me dire, papa, peux-tu monter? Il était à 20 mètres. J'allais en haut, je l'ai aidé à redescendre ici. Ben là, papa, c'est un gars de 21 ans qui demande à son père de la descendre, mais il dit, je suis plus capable de le dire. Ben, il faut dire que c'est pas dans les Indiens. Puis les gens qu'on dit qui sont attestés pour ça, c'est les gens des Iroquois de Ketnova. J'en connais qui montent pas, jamais. Puis il y en a d'autres qui ont resté à 70 ans qui montent encore. Mais ça, le vertige, là, je peux sortir demain matin, mon nez, puis le prendre, ça, c'est une chose que tu l'as, puis mon nez, tu peux le perdre disons qu'on ait une raison de plus que les autres, c'est pas vrai. Voilà un mythe qui s'envole. C'est vrai, parce que beaucoup de mythes comme ça, bon, les Indiens, eux, ils vont monter, là, non. Nous parlons de mythes, il y en a un qui tient bien la route, et alors vous allez nous dire si c'est vrai ou si c'est faux, c'est celui de pouvoir se diriger naturellement dans la forêt sans aucun apport, dire l'Est ici est ici, le Nord est ici. Nous, Européens moyens, je pense, et moi le premier, je me perdrais vite fait, bien fait. Alors, qu'en est-il? Avez-vous déjà essayé avec une boussole? Ah, non, je parle sans boussole. Naturellement, disons le sens de l'orientation. Parce que la forêt, disons qu'au départ aussi, disons que, on va dire au départ, vous avez la mousse des Alpes qui est au nord, vous avez notre Afrique qui est à l'est, à l'ouest. Mais seulement que, je crois que moi, je prends pas le temps d'aller examiner les arbres, en fin de compte, s'il y a un arbre de la mousse ou non. C'est un sens sinistre, je crois. Un sens de direction que tu sais d'où tu pars. Si ton point de départ est l'est, c'est que si tu retournes vers où tu viens, tu vas vers l'est, automatiquement. Et je crois qu'il n'y a pas non, il n'y a pas d'explication, je crois, à donner. C'est simplement, tu l'as, cette chose-là. Je comme vous disais l'autre de mon copain tout à l'heure. Dans les villes, il ne voit rien, lui. Puis dans les bois, il ne se perdra jamais. Alors, c'est pour dire que dans une ville, pourtant, moi, j'ai des points de repère dans les villes, comme dans les bois, dans le bois, c'est la même chose. Mais que, lui, son fort, c'était dans les bois, tandis que moi, j'ai peut-être été plus souvent, moi, dans les villes que j'ai été dans les bois aussi. Parce que dans les bois en tour de chez nous, je vais aller à la chasse avec à la chasse comme ça, au lièvre, si vous voulez, au lapin, un bon dimanche après-midi avec mes enfants, puis je vais rentrer ici par le bois, je vais sortir exactement dans une place. Malgré les arbres dans le bois, chez nous, il y a beaucoup de trembles, hein. C'est pas trembler les gonnesses, il y a beaucoup de trembles. Pour ça qu'on peut penser ici, trembler, là. C'est un peu l'histoire, ici, là. Donc, en fait, il y a l'observation, mais également, on pourrait dire un héritage du passé. Il y a quelque chose dans la personne elle-même, tu sais, ouais. Un 6e sens, quoi, qui a été développé par des générations et des générations. Et disons qu'on parlait tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de prévoir le danger, ces choses-là. Donc, disons que si les Indiens ont survécu dans les forêts canadiennes, c'est un peu comme vous dites, c'est peut-être ça, ce 6e sens-là qui les a fait se prémunir, se conserver aussi, parce qu'il y avait quoi, il y a pas seulement, il y a un temps, c'était l'animal qui pouvait rencontrer, qui pouvait être dangereux. Après ça, c'était l'homme blanc qui était à un moment donné, qui lui était dangereux. Donc,
l'Indien, parce qu'il y a des gens qui voulaient venir chez moi, du côté de la rive sud, surtout de mon côté du fleuve, si vous voulez. Il y a des chemins. La route, ils ont pris le tracé de la route, le même tracé que les Indiens avaient fait des premières routes. Le tracé tout. Mais pourquoi on l'a pris exactement? J'ai dit, oui, mais les Indiens, eux, devaient faire ça pour se protéger. Ils contournaient un danger, ils contournaient un ennemi, ils contournaient un animal. Si je vous dis, pourquoi pour mettre les routes droites? On va dans le village de Nicolette, qui est à peu près quoi, 25 km de chez moi. C'est devenu sur la map un peu, je vous dois avoir entendu parler, aux années 56. On est éboulis, nous. Tout le centre-ville a calé, de 75, de 25 mètres, si vous voulez. Ça calé simplement, c'est de la glace, ça calé. Alors, pour aller là, vous avez, comme je dis, 25 km. Si c'est en ligne droite, il y a 12 km. Mais seulement qu'ils ont suivi le tracé des Indiens. Mais c'est pas où je suis ça. Ben, ils ont dit, nous, par tradition, on suit le show. Ben, non, il n'y a pas l'Indien qui contourne dans le bois. On prend une drôle de comparaison. Regardez un chien. Si vous voulez savoir si le danger n'est pas d'envoyer un chien en avant sur la glace ou dans les bois, quelque chose, le chien va contourner toutes les choses, des obstacles. Donc, je pense que l'Indien doit avoir du chien un peu, parce que on peut exempter beaucoup, hein. Après ça, moi, on dit toujours, ma femme dit toujours, quand je prends un devoir, tu vas faire un bon voyage, ben, quand ça me dit pas d'aller quelque part, moi, c'est le contraire. Mettons, je viens ici en France, je dis, bon, là, je vais faire un bon voyage, je suis faire un bon voyage. Mais je me dis, là, je fais pas un bon voyage, là. Ah, ma femme a dit, toi, tu prends ça le contraire. Moi, quand ça me dit pas, je fais un bon voyage. Moi, c'est un manquable. Si ça me dit pas, on partit, mettons, faire une promenade des dimanches en auto, là. Je suis certain qu'il y a une crevaison quelque chose qui va arriver. Si ça me dit pas d'y aller, je vais pas. Mon attention, je vais pas. On dirait qu'il y a un sens qui me dit, là, vas-y pas, ça fait dangereux. À deux reprises, je suis parti quand même, j'ai eu des accidents aussi. Pas d'accident grave, mais ça aurait pu être grave. J'ai ma femme aussi, là. Ben, dit, d'après cet instinct, on va rester ici quand elle te dit, pas d'y aller. Puis elle, c'est le contraire. Quand ça lui dit pas, c'est un bon voyage. Parce que d'après les candidatons, c'est ça aussi. Si ça te dit pas, tu fais un bon voyage, moi, c'est le contraire, c'est la chaque. Ah ben moi c'est plutôt le contraire. C'est si j'ai des réticences, il vaut mieux pas que j'y aille non plus. Bon, tu dois avoir l'Indien. Non mais on est peut-être proches les femmes et les Indiens. Vous nous parlez de votre femme, qui je crois n'est pas indienne, elle, qui est canadienne-française. Alors, comment ce métissage, comment cela est-il accepté ou non accepté dans le monde canadien? Société des Blancs, disons qu'il faut expliquer que moi, j'ai déjà fréquenté une jeune fille, du village voisin. Et puis les parents m'ont dit, ben, si tu maries ce gars-là, nous autres, on te déshérite. Moi, celle que j'ai mariée, ma femme, aujourd'hui, c'est que les parents n'ont jamais fait de différence. Ils ont dit, écoute, c'est pour toi, c'est toi qui se marie. Et puis j'ai eu les meilleurs sur notre les deux, les beaux-parents. Je pense qu'il n'y a pas un couple, il n'y a pas un gars qui a eu un beau-père, une belle-mère comme j'en ai eu, moi. Ils réprimandaient leur fille au lieu de... C'était tout le temps leur fille qui était en tort. C'était pas moi qui étais en tort. Il y avait des choses, des fois, des petits troubles. Ceux qui n'ont pas de troubles m'ont dit, hein, c'est parce que, tu mets deux étrangers ensemble, puis à cause que vous voulez manger du homard, lui veut manger d'autres sortes de poissons, il peut vous dire manger du homard à cause que, hein, bon. Alors, même si c'est, comme je dis, des choses minimes, là, puis ça peut arriver au point de vue des enfants, ces choses-là, ben, des fois, ça arrivait qu'il y avait des petites, diversions, si, la belle-mère, engueulait ma femme. Ben, écoute, tu sais pas, t'apprécies pas, enfin, comme, ben, ma femme dit, au-dessus, la belle-mère prend pour toi, mais c'est quoi? Pourquoi que, je sais pas, moi, elle a peut-être raison, je sais pas. Donc finalement, ce type de problème, d'après ce que vous avez l'air de dire, est de même nature de ce qui peut se passer en France, c'est-à-dire quand un Français de souche veut se marier avec une personne venant d'une autre culture. C'est finalement la même chose. C'est un peu la même chose partout, je crois. Ben, à plus forte raison, je crois, disons qu'au Canada,
Ici, je vais avoir des gens on voit beaucoup, je vois beaucoup de Noirs qui sont ici, qui sont mélangés avec les Blancs. Chez nous, c'est très difficilement accepté ça. Aujourd'hui, on en a quelques-uns, oui. Là, aux États-Unis, ben là, c'est pas accepté du tout. Mais donc, au Canada, actuellement, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus en Europe et qui ont peut-être vu la chose qui s'est produite ici. Puis, entre autres, une jeune fille qui demeure à peu près 15 km de chez nous, un petit village. Elle vient faire un tour de France, un tour d'Europe, puis à un moment donné, elle est retournée là-bas. Puis un Haïtien est arrivé. On a beaucoup d'Haïtiens à Montréal actuellement. Puis c'est une langue française, ils parlent très bien français. J'adore la manière dont ils parlent, beaucoup mieux que moi. Hein. Mais seulement que disons que, à un moment donné, tout bien la jeune fille a rencontré ce gars-là, elle était infirmière. Elle a rencontré le gars, alors ils sont allés emmener chez elle le dimanche. Ben, c'était la pagaille, la fille était pratiquement fait dehors de chez elle. Chef, et si maintenant nous parlions un petit peu de religion, est-ce que, donc, dans la tradition indienne, est-ce que cette religion est encore vivante? Actuellement, dans la race iroquoise, il existe des longues races qu'on appelle les longues maisons, qui, eux, ont gardé cette religion-là, mais il faut qu'il y ait la religion soit protestante ou catholique aussi. C'est un peu comme le fait de, moi, mes enfants portent des noms canadiens, Daniel, Régent et Claude, mes petits-enfants portent des noms indiens. Dans le temps où moi je suis né, mes enfants sont nés, la religion ne permettait pas d'avoir un nom profane. Ça prenait le nom du catalogue des saints, si vous voulez. Tandis qu'aujourd'hui, mes 3 petits-enfants portent un nom indien, mais ils ont le nom chrétien aussi. Alors, c'est un peu la même chose, quoi. Seulement que chez nous, disons que ce qu'il y avait de religions que j'ai pas connu, moi. J'ai connu mon grand-père, puis un petit peu mon arrière-grand-père, et puis je crois pas, non, c'était la religion catholique, comme madame disait tout à l'heure. Les missionnaires étaient passés, c'était fini, c'était tabou, hein. Puis il faut dire une chose en passant, une petite parenthèse, c'est que chez les Indiens, qui a été évangélisé catholique ne changera jamais. Hein. Fait sûr et certain, ce qui changera. Puis l'autre qui est région protestante, ils ne changeront jamais. Parce qu'il y a une région qui est chez nous, veut l'avoir aussi, qui témoigne de Jéhovah aussi. Hein? Bon. Alors, ceci, pour nationalement, ces gens-là sont partout. Hein? Il y a tous les jours des gens qui viennent chez nous, qui viennent, et puis mon père a posé la question, ben, il dit, tu es capable de me permettre d'avoir plus d'argent, d'être plus riche que moi? Il dit, non, je ne peux pas. Ben, il dit, moi, il dit, je peux pas non plus. Il dit, moi, j'ai 83 ans, je suis né en région catholique. Il dit, j'ai assez de misère à passer au travers avec une religion, pourquoi est-ce que j'en prendrais une deuxième? Le gars, il a de fait, il est mort catholique aussi, comme moi je suis catholique aussi. Pratiquant, oui. Quand je suis au loin d'une église, ben, les dimanches, je suis obligé de faire comme ça. Actuellement, il prie dans le champ ici, là, c'est pas mal difficile d'aller à l'église les dimanches. D'ailleurs, je connais pas tellement non plus, hein. Moi, j'ai lu un livre sur le Tremblay, le Saint-Médard, moi, dit que ça tenait pas, c'était fermé, hein, ça, les Saint-Médard, c'est plus, il y a moyen l'église Saint-Médard est classée monument historique, mais il y a un office tous les dimanches où il y a un prêtre qui officie. Ah oui, il y a un office tous les dimanches. Oui. Alors vous pourriez y aller demain. Je vais essayer de m'organiser pour y aller demain, oui. J'ai justement des gens, il faut que j'appelle tout à l'heure qui viennent me chercher même demain assez tôt pour passer la journée là. Et puis il faut que j'aille à Paris après ça rencontrer l'ambassadeur. Bien, chef, je vois que l'heure avance. Alors peut-être ce sera la toute dernière question que nous pourrions vous poser. Comment envisagez-vous l'avenir du peuple indien en Amérique du Nord et au Canada tout particulièrement? Êtes-vous optimiste? Êtes-vous pessimiste? Comment l'envisagez-vous? De nature, je suis pas pessimiste, mais je suis optimiste. Donc la réponse est optimiste. Je crois que de plus en plus, il va y avoir des chefs qui vont être instruits d'abord au départ, quelque chose qui manquait à venir jusqu'à il y a quelques années. Et puis je crois qu'avec le temps, on viendra à bout de percer. C'est-à-dire retrouver votre véritable nature, être reconnu comme indien, tout en vous intégrant dans la civilisation nord-américaine. Être reconnu comme peuple, point. Parce qu'on est reconnu comme indien, oui, mais en étant reconnu comme indien, on est un troisième peuple. Tandis que si on est reconnu en tant que peuple, on se traite d'égal à égal. Alors c'est le choix que je fais, je crois que c'est le souhait de tous les Indiens aussi, d'un jour d'être traité, qu'on soit sur un pied d'égalité, quoi. Que ce soit Albert ou soit un Indien, ou monsieur, je sais pas, à côté, qui n'est pas indien, mais qu'on soit égal, quoi. Nous allons vous quitter. Pourriez-vous nous dire quelques mots dans votre si jeune langue indienne? Ah ben, je vais vous répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que je l'ai dit à la radio, ce que tout à l'heure, oui? Donc, on va dire quoi, qui veut dire, bon, actuellement, c'est bonsoir. Et puis, ça va être Pagnosian, Alonso, Nidoba, qui veut dire bonsoir et merci, amis français. Bonsoir, chef. Bonsoir, monsieur Obonsawi.
Et merci de votre accueil, de votre gentillesse et puis du privilège que vous nous avez accordé et que vous accordez donc aux auditeurs de Radio 3 en nous permettant à tous de mieux connaître votre peuple qui, je pense, sera ainsi plus près de notre cœur à tous. Et encore une fois, bon courage pour l'avenir et tous nos vœux vous accompagnent. Eh bien voilà, Jean-Louis, nous avons eu la grande joie, je pense, de rencontrer donc ce chef indien. Et donc pour nos amis auditeurs, c'était bien sûr une émission enregistrée qu'ils viennent d'avoir, c'est une interview. Et il nous a semblé bon, pour mettre un terme et une conclusion toute provisoire, nous l'espérons, à cet entretien, eh bien de continuer sur un texte que toi, Jean-Louis, tu as trouvé sur une revue Rose-Croix, datant du printemps 82, mais qui traitait donc d'un chef indien. Alors, si vous le voulez bien, eh bien, pour mettre un terme, encore une fois, à cette émission, nous allons, Jean-Louis et moi, vous lire quelques lignes à ce sujet. Voilà. En 1855, le chef Seattle, qui était un Indien de la côte nord-ouest du Pacifique, abandonna pacifiquement sa terre aux colons et son peuple se déplaça vers une réserve. Aujourd'hui, une grande ville, Seattle, se situe dans cette région. Bien que Seattle ait été l'ami des premiers colons et que finalement il ait satisfait leur demande d'avoir davantage de terre, leur attitude devant la vie et envers la terre le déroutait. Quand le gouvernement des États-Unis essaya d'acheter des terres tribales, Seattle fit un beau discours dans lequel il exprimait la philosophie indienne et l'interrelation entre toute vie. Chaque partie de cette terre est sacrée pour mon peuple. Chaque aiguille de pin brillante, chaque virage sablonneux, la brume dans les bois sombres, chaque insecte lumineux et bourdonnant est saint dans la mémoire et l'expérience de mon peuple. Nous faisons partie de la terre et elle fait partie de nous. L'Indien considérait la terre comme sa mère, le ciel comme son frère, et il ne pouvait pas comprendre comment il pouvait être acheté ou vendu. Seattle disait encore « Mais si nous vous vendons notre terre, vous devez vous souvenir que l'air nous est précieux, que l'air partage son esprit avec toute la vie qu'il entretient. Le vent qui donna à notre grand-père son premier souffle reçut aussi son dernier soupir. » Seattle exprimait de l'intérêt pour la manière dont la terre et sa vie changeraient. Qu'est l'homme sans les animaux? Si les animaux disparaissaient, l'homme mourrait de sa grande solitude d'esprit. Car tout ce qui arrive aux animaux arrivera bientôt à l'homme. Tout est lié. Et finalement, il parla de l'homme blanc et de l'avenir. Soyez justes et agissez avec bonté envers mon peuple, car les morts ne sont pas sans pouvoir. Les morts, dis-je, il n'y a pas de mort, seulement un changement de monde.
Eh bien, Monsieur Obamsawin, puisque c'est à vous que nous nous adressons au-delà des mers, mais aussi sur les antennes de Radio 3, eh bien, nous souhaitons ici, dans le cadre de rencontres avec l'insolite, nous espérons nous vous rencontrer une prochaine fois, puisque nous savons que vous nous ferez l'honneur de revenir en France dans un temps assez proche. Et si nous avions l'occasion, dans le contexte de rencontres avec l'insolite, si nous avions donc le plaisir de vous rencontrer à nouveau, eh bien, ce serait avec grand plaisir et nous souhaitons qu'à ce moment-là, eh bien, vous puissiez nous parler d'autres choses, peut-être d'une manière différente, et ainsi donner aux auditeurs de Radio 3 l'opportunité de mieux cerner ce qui est véritablement la tradition indienne et l'âme indienne. Voilà, Jean-Louis, tu as peut-être un mot à ajouter? Non, je pense que le rendez-vous est pris, que notre ami, maintenant nous pouvons l'appeler notre ami, le chef Albert Obamsawin, viendra à ce rendez-vous. Et c'est donc une première émission qui sera peut-être suivie d'encore peut-être plusieurs autres. Soyons optimistes. Soyons optimistes. Voilà, donc bonsoir à tous et merci de votre écoute. Bonsoir. Et bonsoir sur les antennes de Radio 3 et bonne nuit plus tard. Voilà, bonsoir à tous.